Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Ravi de vous retrouver sur la chaîne pour ce nouveau tutoriel. Bon, avant tout, je tiens d'abord à m'excuser durant tout ce temps d'inactivité, donc dû comment dirais-je, des activités privées. Voilà, donc pour résumer le tout. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons attaquer donc le nouveau thème du jour qui se porte sur ce qu'on appelle la virtualisation. Voilà, donc nous allons parler donc d'un outil très puissant open source utilisé aujourd'hui et qui représente une alternative face à certaines solutions très connues sur le marché. Et cette solution n'est rien d'autre que le Proxmox. Alors, c'est quoi Proxmox? Donc, c'est un système d'exploitation, donc disons, de virtualisation basé sur la virtualisation des systèmes d'exploitation, basé aussi sur la virtualisation donc des conteneurs, n'est-ce pas? Alors, donc c'est un outil open source, c'est-à-dire le code source est accessible, donc on peut le prendre, le modifier, n'est-ce pas? Donc à sa guise, n'est-ce pas? Donc c'est une solution de virtualisation open source qui se base sur la distribution Linux Debian, n'est-ce pas? Donc le noyau de base, c'est le Debian. Alors, cela signifie que cette solution permet d'installer plusieurs systèmes d'exploitation tels que Linux et Windows, n'est-ce pas, etc. Donc d'autres systèmes d'exploitation, donc sur soit un seul ordinateur ou bien sur un ensemble d'ordinateurs, ce qu'on appelle un cluster, ou bien en français, ce qu'on appelle une grappe de machines. Donc, une grappe de machine, c'est-à-dire que pour éviter donc les pannes, c'est-à-dire assurer donc la tolérance de panne, n'est-ce pas? Donc, par exemple, si c'est une solution d'entreprise, donc ce qui veut dire quoi? Donc, on doit avoir ce qu'on appelle une continuité de service. Si on installe donc la solution sur une seule machine et que cette machine tombe en panne, bien évidemment, les services ne pourront plus être accessibles. Donc, raison pour laquelle, euh, donc, en entreprise, donc la solution Proxmox doit être installée non pas sur une seule machine, mais sur plusieurs machines et l'ensemble de ces machines vont constituer ce qu'on appelle un cluster sur lesquels les machines virtuelles vont tourner, même s'il y a une panne sur une machine, n'est-ce pas, automatiquement, donc le service sera accessible de par les autres machines. Donc voilà donc l'idée, n'est-ce pas? Alors, Proxmox aussi offre ce qu'on appelle pour faciliter donc la gestion de l'administration donc de vos machines virtuelles, n'est-ce pas? Il met en place ce qu'on appelle une interface web accessible après l'installation de votre serveur, bien évidemment, n'est-ce pas? Alors, cette dernière facilite la gestion de la machine virtuelle et puisque donc généralement donc quelques clics suffisent, n'est-ce pas? Il offre également donc la possibilité de gérer donc les technologies de serveurs virtuels tels que les VPS, n'est-ce pas, avec les technologies Linux, OpenVZ, n'est-ce pas, et le KVM, n'est-ce pas. Alors le KVM d'ailleurs, c'est comment dirais-je, le noyau sur lequel se base oui, ce qu'on appelle le Proxmox, n'est-ce pas, et le OpenVZ aussi pour la virtualisation des conteneurs, n'est-ce pas. Alors, maintenant, pourquoi doit-on utiliser le Proxmox? Pourquoi utiliser donc le Proxmox? C'est parce que simplement, il vous permet donc de faire par rapport aux autres solutions qui existent, donc une migration donc directe. Donc offre la haute disponibilité, n'est-ce pas? Parce que aussi c'est une solution qui est open source, n'est-ce pas? Donc la licence sur la base GPL de General Public License, n'est-ce pas? Alors Proxmox aussi vous offre par exemple la mise en réseau comptée. Par exemple la virtualisation des réseaux, offre aussi ce qu'on appelle un stockage flexible. Donc une large gamme d'options de stockage sont disponibles, telles que le LVM de Linux, les SCSI, les NFS, le stockage NFS, n'est-ce pas, les systèmes de fichiers Gluster et ce qu'on appelle le système de fichiers Ceph, n'est-ce pas, donc très dynamique et réparti entre plusieurs machines.
Alors, avec Proxmox, vous avez aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle une sauvegarde planifiée, n'est-ce pas? Avec donc des outils très robustes, nouvellement ajoutés par Proxmox. Ce qu'on appelle l'outil de Proxmox Backup. Donc là, c'est récemment ajouté par l'entreprise Proxmox, n'est-ce pas? Et vous avez aussi ce qu'on appelle des outils CLI, n'est-ce pas, pour interagir avec la ligne de commande, n'est-ce pas? C'est très convivial comme environnement, n'est-ce pas? Alors, les technologies que j'en avais parlé tout à l'heure, les technologies supportées par Proxmox, on a ce qu'on appelle le KVM, n'est-ce pas? Le kernel virtual machine, n'est-ce pas? Donc, qui est une solution de virtualisation sous Linux open source. Et aussi, il y a ce qu'on appelle le LXI. Par exemple, le KVM vous permet donc de, à partir donc de Proxmox, de pouvoir installer donc des machines virtuelles, n'est-ce pas? Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le LXI. LXI, ce qu'on appelle le Linux Container, donc qui est donc une technique de virtualisation comme le KVM, mais beaucoup plus léger. C'est-à-dire que les machines virtuelles que vous aurez à installer, qui sont de type conteneur, sont beaucoup plus légers, n'est-ce pas, que les machines, comment dirais-je, sur la base donc de KVM, n'est-ce pas? Et l'avantage majeur, c'est quoi? C'est l'utilisation donc des conteneurs, donc offre quoi? Une flexibilité majeure, n'est-ce pas? Et l'utilisation donc moins de ressources. Donc on a à utiliser moins de ressources sur la machine haute, n'est-ce pas? En plus, en termes d'hébergement, héberger donc des machines type conteneur sont beaucoup moins chers que d'héberger donc des machines de type KVM, n'est-ce pas? Donc là aussi, c'est un facteur à prendre en considération, n'est-ce pas? Voilà. Donc, bon, voilà donc en gros ce qui euh, ce qu'on va parler autour de Proxmox. Donc, je pense que j'ai assez bien résumé donc la chose. Alors, partons maintenant directement sur l'installation de Proxmox, n'est-ce pas? Et comment dirais-je, d'abord le téléchargement, la préparation de la clé, n'est-ce pas? Et on va procéder à l'installation, n'est-ce pas? Alors, bien évidemment, nous, pour animer donc ce tutoriel vidéo, nous allons utiliser notre environnement de VMware pour y installer Proxmox. À noter que pour les TP à venir, donc nous allons nous installer Proxmox sur un serveur dédié, n'est-ce pas? Mais pour des soucis donc de présentation actuellement, donc j'ai choisi l'environnement de VMware Workstation pour l'installation. Alors, à noter que aussi, j'avais oublié durant l'explication tout à l'heure. Alors, VMware donc est le géant de la virtualisation donc sur le marché, bien évidemment. Alors, maintenant, récemment, si vous suivez donc les dernières nouvelles, donc l'entreprise VMware a été rachetée par Broadcom. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a pas mal donc de licences qui ont grimpé, donc le prix est devenu cher, ce qui fait que bon, certaines entreprises ne vont pas réfléchir à deux fois sur le choix de VMware ou bien une autre alternative. Et c'est là où se positionne donc le Proxmox, qui est donc open source, bien évidemment. On peut suite donc à ces nouvelles bouleversements, certaines entreprises peuvent maintenant penser à utiliser donc la solution Proxmox. Et c'est très flexible, très agréable donc à utiliser, n'est-ce pas? Donc voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Alors, on y va sans plus tarder. Alors moi je vais procéder. Alors je vais vous montrer comment télécharger donc l'image d'installation de Proxmox. Donc on y va directement sur le site constructeur. Donc sur Proxmox. Voilà. Actuellement, on est à la version 8.3. Alors, lui, il propose pour la virtualisation, l'environnement de virtualisation, Proxmox Virtual Environment. Il y a le Proxmox Backup Server, donc, qui offre donc des solutions donc, de backup. Et il y a ce qu'on appelle le Proxmox Mail Gateway pour la sécurité de vos sites mail. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment le Proxmox Virtual Environment. Donc, on y va donc dans Download. Et là, vous avez donc ici la dernière version donc de Proxmox 8.3 ISO Installer. Donc, on va cliquer sur Download. Si vous voulez donc le fichier torrent, vous pouvez l'avoir. Voilà. Donc, on clique sur
download. Alors moi, je l'ai déjà installé, autant pour moi télécharger. Voilà, donc on y va directement dans mon dossier de téléchargement, récupérer donc le fichier. Voilà, donc ça est déjà là, donc je vais annuler ceci. Voilà, et qu'est-ce que je vais faire? Donc on va procéder à l'installation depuis VMware. Alors, aussi pour anticiper un peu, par exemple, si vous devez faire l'installation à partir d'une clé USB, donc je vous conseille d'utiliser donc l'outil Rufu qui est là. Donc il suffit seulement de mettre une clé donc de 4 Go, quelque chose comme ça, parce que l'image c'est de 1 Go et quelques. Donc par précaution, utilisez une clé USB de 4 Go pour l'installation. Donc là, moi j'ai une clé de 16 Go. Donc une fois la clé branchée sur la machine, il suffit seulement d'aller dans voilà, dans le menu sélection ici et parcourir voilà dans votre dossier où se trouve l'image d'installation Proxmox qui est là. Donc ici ouvrir. Alors on accepte les paramètres comme tel en cliquant sur OK. Voilà, tout est OK. On clique sur démarrer pour créer la clé bootable Proxmox. Donc ceci va vous permettre de pouvoir l'installer sur une machine physique, n'est-ce pas? Voilà. Alors moi j'ai déjà préparé la clé, donc c'est pas la peine donc de cliquer sur démarrer. Donc je vais fermer et on va revenir à notre environnement de virtualisation de VMware, n'est-ce pas, et procéder à l'installation. Donc pour ce faire, on va créer une machine virtuelle. Voilà, on clique sur suivant. Voilà, donc on va choisir donc comment dirais-je, la compatibilité matérielle. Voilà, donc une workstation 17.5, next. Voilà, et là on va choisir l'image d'installation. Donc notre image d'installation se trouve dans c'est là, donc c'est le Proxmox qui est là. Donc je clique sur ouvrir. OK, et je clique sur next. Et bien évidemment, c'est une distribution Linux, n'est-ce pas? Et là, on va choisir la version correspondant au noyau. Alors, puisque Proxmox est une version dépendante dérivée donc de Debian, donc nous allons choisir Debian. Alors aussi, je pouvais faire quoi? Choisir une version 5 voire supérieure. Donc bon, là, je vais choisir Debian, c'est beaucoup plus sûr. Alors donc là, je vais choisir donc le Debian 11.x64 bits. Voilà, donc et je clique sur Next. Alors, je vais changer autant pour moi, je reviens en arrière et je change ici le nom. Je vais l'appeler simplement Proxmox. Voilà. Et je clique sur Next. Maintenant, à ce stade, donc, vous allez choisir donc le nombre de processeurs que vous allez dédier à votre Proxmox. Tout dépend maintenant de votre architecture matérielle. Si vous avez jusqu'à 32 processeurs, vous pouvez choisir 32. Donc, ça, c'est sûrement donc, un environnement donc, de serveur, n'est-ce pas? Voire plus. Vous pouvez avoir donc 32 voire plus, n'est-ce pas? Donc, ici, bon, je vais choisir par exemple 4 processeurs, n'est-ce pas? Et chaque processeur doté donc d'un cœur, n'est-ce pas? Alors, donc, je clique sur Next. Alors, pour la taille de la mémoire, donc, moi, je vais choisir à peu près 8 Go pour notre serveur Proxmox. Je clique sur Next. Alors, moi, je vais choisir ce qu'on appelle le bridge pour permettre l'accès à notre Proxmox depuis la machine physique, bien depuis le réseau physique, n'est-ce pas? Donc là, on va choisir un bridge, n'est-ce pas? Alors, si toutefois vous ne voulez pas que votre Proxmox soit accessible de par votre réseau physique, donc vous pouvez utiliser par exemple le réseau NAT. Donc, c'est-à-dire que c'est uniquement à partir donc, de la machine, n'est-ce pas? Vous pouvez donc le faire, n'est-ce pas? Alors, donc, bien évidemment, donc, l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir permettre d'installer des machines virtuelles, n'est-ce pas? Des services dans l'environnement de Proxmox et de pouvoir l'accéder depuis le réseau physique. Donc, voilà. Donc, nous, on va choisir le bridge.
Alors, on va ici laisser donc les paramètres par défaut concernant donc le contrôleur d'entrée-sortie. Voilà. Et là, pour le type de disque, on va choisir le SCSI, n'est-ce pas? Donc, on va choisir donc l'environnement serveur, donc en l'occurrence le SCSI. Ok. Et là, on va lui créer un disque virtuel. Bon, là, pour la taille de ce disque, je pouvais laisser avant, n'est-ce pas? Mais je vais par exemple prendre 60 Go, n'est-ce pas? Pour notre disque. Voilà. Et on clique sur Next. Voilà, donc là, il nous crée un disque virtuel avec l'extension VMDK. On clique sur Next. Et voilà donc le récapitulatif de tout cela. Donc, on a une mémoire RAM de 8 Go, un processeur de 4 processeurs, n'est-ce pas? Alors, donc là, je vais venir maintenant au niveau du processeur et là, je vais activer donc la technologie de virtualisation, n'est-ce pas, du processeur. Voilà. Donc, ça permettra directement à Proxmox donc d'accéder directement au matériel, n'est-ce pas, aux technologies de virtualisation offertes par le matériel, n'est-ce pas? Alors, donc, je clique sur Close, Finish. Voilà. Et voilà notre machine virtuelle, Proxmox, préparée, déjà préparée. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement lancer l'installation. Voilà. Ok, donc voilà le module d'installation. Donc, vous avez 3 lignes. Donc, installer Proxmox via Graphical, Terminal UI et Advanced Options. Donc, nous, on va faire l'installation Graphical. Voilà, donc à ce stade, donc nous allons faire quoi? Nous allons accepter simplement donc, la licence. Voilà. Et là, à ce stade aussi, vous avez quoi? Là, il nous dit que voilà le disque qui a été choisi, n'est-ce pas? Bon, vous pouvez aller sur option et définir donc les paramètres de formatage et autres. Donc, nous, on va faire simple, on va cliquer sur Next. Voilà, ici, on va choisir l'emplacement, pays, zone et voilà, type de clavier. Donc, moi, j'ai un clavier de type français, donc je choisis French. OK, et on clique sur Next. Alors là, on va donner le mot de passe de l'administrateur. Et on va donner un mail. Bon, si vous le faites, par exemple, quand vous laissez donc un mail, exemple invalide, quand vous cliquez sur Next, bien évidemment, il va refuser. Donc là, il va falloir donner un mail. Voilà. Bon, je vais choisir donc un mail. Donc, on clique sur Next. Alors, il me dit que le mot de passe does not match. Donc, on va revérifier. Next. Alors, donc là, pareil. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Alors, on a ici donc l'interface de management, n'est-ce pas? Alors, le nom de la machine, donc, bon, là, on voit le nom pleinement qualifié, donc je vais l'appeler PVE, n'est-ce pas? Point, donc notre domaine, donc je vais mettre GSVTech, voilà.
Alors là, c'est l'ADCP donc de Proxmox, donc notre passerelle par défaut qui est là. Donc on clique sur Next. Voilà donc le récapitulatif donc de notre installation et on clique sur Next pour procéder à l'installation. Voilà. Voilà, l'installation a pris fin, donc nous allons rebooter la machine. Voilà, donc on est arrivé à la fin, l'installation s'est bien déroulée. Donc là, vous avez donc le login. On PV login, donc on nous demande de mettre le login, donc c'est root, bien évidemment. Et on va mettre le mot de passe de root. Parfait. Donc l'installation de Proxmox terminée. Voilà le système qui se positionne, n'est-ce pas? Alors, nous, on va pas utiliser donc l'interface ligne de commande, donc plutôt on va utiliser l'interface graphique. Et pour ce faire, vous avez voilà le lien d'accès, donc https 192.168.1.105 sur le port 8006. Donc c'est l'URL d'accès à notre site web Proxmox. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons simplement taper l'URL https 192.168.1.105 de port 8006. Voilà. Alors, bien évidemment, il nous dit que voilà, ce site-là est probablement un site de, comment dirais-je, non sécurisé. Donc, bien évidemment, parce qu'on n'a pas encore une licence valide. Donc, pour ce faire, pour avoir donc une licence valide, donc il va falloir, pour avoir donc une licence valide, donc il va falloir donc s'enregistrer auprès donc d'une maison, n'est-ce pas? Donc nous on n'en a pas, donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons aller donc dans avancer et on va seulement accepter donc les risques qui possibles. Bon, bien évidemment, dans un environnement de production, il est fortement recommandé donc d'utiliser ce qu'on appelle une licence valide. Autant pour moi, un certificat, autant pour moi, je dis licence, mais c'est un certificat valide, n'est-ce pas? Voilà, donc ici on est l'interface d'authentification de Proxmox. Donc on nous demande ici de mettre le login et le mot de passe, n'est-ce pas? Et le type d'authentification. Alors ici on vous propose l'authentification Linux PAM, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est le serveur Linux lui-même qui va vous authentifier, ou bien ce qu'on appelle, il y a un serveur d'authentification de Proxmox qui va vous authentifier. Donc nous on va choisir l'authentification locale avec le Linux PAM standard et la langue française comme langue d'utilisation ici, et on va mettre le login, c'est root, et le mot de passe. Alors l'authentification s'est échouée, donc on reprend. Et voilà, donc on s'est connecté à notre Proxmox. Maintenant, vous aurez ici à chaque fois le message là qui va s'afficher, aucun abonnement en cours de validité. C'est tout à fait normal parce que pour l'instant, on n'a pas d'abonnement auprès de Proxmox. Alors c'est quoi exactement? Donc Proxmox met en place ce qu'on appelle le service de support, n'est-ce pas, aux abonnés, n'est-ce pas, donc aux clients abonnés. Alors
ces clients abonnés peuvent utiliser donc le support de Proxmox, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ceux qui ont accès donc au dépôt d'entreprise, n'est-ce pas, et pourront télécharger toutes les comment dirais-je, les paquetages, n'est-ce pas, certifiés de Proxmox, n'est-ce pas? Voilà, donc nous on n'en a pas, donc à chaque fois, raison pour laquelle vous allez avoir donc ce message. Mais ne vous en faites pas, au fur donc des tutos à venir, donc nous allons voir comment désactiver ce message. Alors, et voilà donc l'environnement de Proxmox, n'est-ce pas? Alors ici vous avez, selon l'affichage, vous avez ici 3 volets, 4 volets. Le premier volet situé à gauche vous montre donc le centre de données et l'ensemble donc des machines, des nœuds, n'est-ce pas, ou bien des clusters disponibles. Et dans chaque cluster, vous avez ce qu'on appelle donc les outils, n'est-ce pas, donc les machines virtuelles, les conteneurs, donc les comment dirais-je, les volumes de stockage. Donc tous sont affichés dans chaque nœud. Donc par exemple ici on a le nœud PVE, n'est-ce pas, c'est-à-dire la machine qui s'appelle PVE. On pouvait aussi avoir plusieurs nœuds, n'est-ce pas, qui constituent ce qu'on appelle un cluster, n'est-ce pas. Comme je vous l'ai dit, dans un environnement de production, donc il est recommandé d'avoir non pas un seul nœud, mais plusieurs nœuds, ce qui va constituer ce qu'on appelle un cluster. Alors vous avez ici sur le deuxième volet, n'est-ce pas, vous avez ici pour, par exemple, le centre de données. Actuellement, on a sélectionné le centre de données et vous avez ici quoi, l'ensemble. Donc, par exemple, ici vous avez le résumé donc de notre centre de données, n'est-ce pas? Voilà, il nous dit que le statut est OK, n'est-ce pas? Voilà, nombre de nœuds en ligne, il y a un seul nœud en ligne, n'est-ce pas? Nombre de conteneurs, il n'y en a pas. Nombre de machines, il n'y en a pas, n'est-ce pas? Voilà. Alors, vous avez donc les notes, les notifications que vous pouvez mettre, non, simplement, donc les notes que vous pouvez mettre, donc les graphes de serveurs, c'est-à-dire les clusters. Pour l'instant, on n'en a pas de cluster, donc au niveau du centre de données, et ainsi de suite. Le stockage Ceph, n'est-ce pas? Donc là, bien évidemment, il faut s'authentifier pour l'avoir, donc installer donc l'outil Ceph. Les options, le stockage, sauvegarde, etc., etc. Alors, si je sélectionne par exemple notre nœud PVE, donc là aussi vous aurez pour ce nœud PVE donc les différents constituants de ce nœud PVE, n'est-ce pas? Alors, essayez stockage, n'est-ce pas? Par exemple ici il y a comment dirais-je, le stockage local network PVE. Donc vous avez l'SDN autant pour moi, le stockage local PVE et le stockage local LVM PVE. Donc c'est à ces emplacements où seront stockés nos machines virtuelles et autres. Alors si je sélectionne, je déploie notre nœud PVE, vous aurez ici local PVE et une fois sur local PVE, vous voyez ici l'ensemble des composants. Donc dans local PVE, vous avez quoi? Donc les sauvegardes que vous pouvez effectuer. Vous avez les images ISO, par exemple, lorsque vous voulez télécharger, installer donc une image de conteneur ou bien une image donc de système d'exploitation. Donc les images seront stockées donc dans le local PVE. Alors, le modèle de conteneur aussi, ce sont les images d'installation donc d'un conteneur, n'est-ce pas, et les permissions associées. Alors, le LVM, local LVM, donc c'est le stockage, le volume de stockage sur lequel donc nos machines virtuelles seront installées. Donc regarde ici, vous avez ici le disque de machine virtuelle et le volume de conteneur. Par exemple, les disques, à chaque fois que vous créez une machine virtuelle, oui, à chaque fois que vous créez un conteneur, donc chaque machine virtuelle, chaque conteneur vient avec son propre support de stockage, donc représenté ici, n'est-ce pas? Alors ici pour l'instant on en a rien, n'est-ce pas? Alors bien évidemment, nous on avait choisi 60 Go de disque. Donc on comprend bien que installer des machines virtuelles, des conteneurs, tout cela vont dépasser largement 60 Go. Alors on l'a fait à titre d'exemple simplement, mais logiquement, réellement, dans un environnement de petite, moyenne entreprise, bien dans un environnement de grande entreprise, il va falloir utiliser d'autres systèmes de stockage tels que les systèmes NAS ou bien les systèmes SAN. Alors, dans un tel cas, on a ce qu'on appelle un système DAS, le Disk Attached Storage, n'est-ce pas? Le Disk Attached Storage qui utilise quoi? Les solutions telles que par exemple le LVM, donc les disques SATA, n'est-ce pas? Par exemple ici le LVM c'est le Logical Volume Management, donc qui est donc un système de gestion du stockage beaucoup plus flexible que, bon, disons
les disques IDE, n'est-ce pas? Alors ici, vous avez ce qu'on appelle un groupe de disques, un groupe de volume physique. Par exemple, vous avez 3 disques durs, un de 5 Tera, un de 3 Tera, un de, de 2 Tera, ça fait un total de 10 Tera en termes donc de groupe logique, n'est-ce pas? Alors, ce groupe logique maintenant peut être partitionné selon donc les besoins. Par exemple, si vous avez besoin un volume de stockage logique qu'on appelle le LVM de 2 Tera, vous pouvez prendre dans ce groupe groupe de volume une partition de 2 Tera et en créer au fur et à mesure des besoins. Donc, on peut à chaque fois en compter, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est beaucoup plus flexible comme moyen de stockage DAS, n'est-ce pas? Alors, comme je l'ai dit, ces moyens de stockage DAS, vous pouvez pas faire ce qu'on appelle de la migration, donc des réplications et autres. Donc, c'est pas conseillé. Et donc, ce qui est conseillé, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des stockages tels que le NAS, n'est-ce pas? Dans le réseau, il y a ce qu'on appelle un support qui est dédié uniquement au stockage pour faire ce qu'on appelle des sauvegardes, des migrations et autres, ou bien ce qu'on appelle à grande échelle, donc on peut utiliser ce qu'on appelle les SAN, ou bien ce qu'on appelle le fibre channel. Donc ça sont des solutions beaucoup plus coûteuses et destinées aux grandes entreprises. Alors, pour ne pas trop tergiverser et sortir du thème, donc on va se limiter là. Alors, je reviens ici. Alors, dans centre de données, voilà, je reviens dans le centre de données. Bon, en bas, vous avez ici quoi, ce qu'on appelle les notifications à chaque fois qu'on utilise donc Proxmox. Donc, vous avez les notifications ici, donc les activités effectuées. Et en haut aussi à droite, vous avez quoi? Vous avez les options, donc les menus de création de machines virtuelles, de création de contrôleurs et de paramétrage donc de l'affichage du système, n'est-ce pas? Voilà, tout cela, vous pouvez le faire ici. Alors, la première des choses à faire avant de pouvoir utiliser le Proxmox, c'est quoi? C'est de mettre à jour donc ce dernier, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? On va dans notre menu d'intérieur ici, donc plus précisément sur notre nœud. Nous allons simplement mettre à jour Proxmox. Alors, bien évidemment, quand vous cliquez sur mise à jour, là, vous avez aucun paquet disponible. Donc, on va simplement réfléchir. Mais problème, on vous dit que vous n'êtes pas un abonné, n'est-ce pas? Donc, il va tenter de faire des mises à jour, mais vous aurez des erreurs, n'est-ce pas? C'est normal parce qu'on ne s'est pas enregistré. Parce que par défaut, Proxmox vient avec des dépôts déjà enregistrés sur le domaine Enterprise. Donc, nous allons modifier cela pour avoir accès à des repositories non officiels de Proxmox, c'est-à-dire directement de Debian. Donc, comme vous le voyez ici, en dernier lieu, vous avez erreur, n'est-ce pas, de téléchargement avec la commande apt-get update. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez les notifications en bas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ce qui veut dire que voilà, on ne pourra pas mettre à jour. Par exemple, quand j'ai essayé de faire rafraîchir, ça ne passe pas. Même chose, quand vous faites mise à niveau, il vous lance du moins la ligne de commande, le CLI, et avec la commande apt-get update qui ne va pas fonctionner. Donc là, et si vous regardez bien en bas ici, vous avez quoi? Une notification nous montrant quoi? Qu'on s'est connecté au shell, n'est-ce pas? Sur le nœud PVE, on s'est connecté au shell avec le compte root, n'est-ce pas? Et là, c'est en cours, n'est-ce pas? Donc, comme vous le voyez ici, c'est en cours d'activité. Donc, la notification précédente, c'était quoi? C'était une erreur. Donc, suite à quoi? Au lancement de la commande apt-get update. Voilà. Alors, maintenant, pour rectifier ce problème, donc jusqu'à présent, on n'a rien comme paquetage. Donc, on y va dans dépôt. Et dans dépôt, alors il nous dit quoi? Le dépôt Enterprise est activé, mais vous n'avez pas d'abonnement en cours de validité. Et là, pour éviter ce problème-là, nous allons simplement dans la liste donc, des dépôts rechercher donc l'ensemble des lignes où vous avez donc le lien Enterprise, etc. On va les sélectionner et on va simplement les désactiver. Alors, bien évidemment, on en a pour l'outil Ceph, n'est-ce pas, pour le stockage distribué. On a aussi l'outil, comment dirais-je,
la liste de distribution de Enterprise. Donc on sélectionne et on clique sur désactiver. Voilà. Et ne laissez que les dépôts Debian, n'est-ce pas? Voilà, sur, comment dirais-je, le lien. Voilà, Debian. Donc on va nous simplement utiliser donc les repositories que nous offre Debian et non pas le modèle côté Enterprise, n'est-ce pas? Alors, une fois ceci effectué, on peut retourner au niveau de mise à jour, n'est-ce pas? Et là, en faisant rafraîchir, bon, donc, bien évidemment, vous avez toujours donc le message là. Et là, vous n'aurez plus donc d'erreur manifeste. Voilà, donc comme vous le voyez ici, plus d'erreur. Donc on peut fermer. Voilà. Là on peut mettre à niveau, n'est-ce pas? Donc voilà donc ce qui est recommandé pour la mise à jour du système Proxmox, n'est-ce pas? Donc au préalable, il faudra désactiver les paquetages Enterprise et laisser simplement les paquetages de Debian, n'est-ce pas? Alors, si toutefois vous n'êtes pas en mode, si toutefois vous n'êtes pas, comment dirais-je, connecté, si vous n'êtes pas donc dans un environnement de production. Maintenant, si vous êtes dans un environnement de production, bon, bien évidemment, il est recommandé d'avoir un abonnement. Et donc, si vous avez donc l'abonnement, donc ces deux-là, il faudra bien évidemment donc les cocher, n'est-ce pas? Voilà donc en somme concernant donc l'installation, la présentation brève donc de Proxmox. Donc nous allons nous limiter là pour ne pas trop tergiverser. Donc je vous dis donc à la prochaine et n'oubliez pas d'aimer et de partager massivement. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.